Pourquoi la Porsche 996 est-elle si bon marché ? Vous parcourez toutes les petites annonces et vous ne vous trouvez pas. Une génération 997 pour moins de 50 000, 60 000 $. Pourtant, la génération précédente vient à peine de gagner. Plus ancienne que la 996 que je conduis aujourd'hui, elle est extraordinairement bon marché. Que se passe-t-il ? Je veux dire, vous pouvez avoir ces voitures pour seulement 25 000 $ et en fait, beaucoup d'entre elles sont vraiment en excellent état. Il existe une certaine crainte et un peu d'alarmisme, mais aussi des raisons valables à moi. À leur moindre coût, je vais tout expliquer. Pourquoi ? En fait, la Porsche 980 16911 est tellement bon marché sur le marché de l'occasion. Nous avons ici une Porsche 996 de 2000, c'est une Carrera, 2 cabriolets Chevrolet. Comme vous pouvez le voir, il y a la vitre arrière en plastique là-bas. Et c'est une voiture très agréable à conduire. Propulsion arrière, elle a du caractère. En poussant un peu, on peut provoquer du survirage dans les virages. Cette voiture est idéale pour l'autocross, très amusante. Pour le conducteur, elle offre des sensations comparables à celles des 997 plus récentes, voire des premières 991 avant leur passage au turbo. Sauf les 991 dont l'intérieur a été amélioré. Ils ont ajouté un peu plus de cet aluminium brossé, vous voyez, et l'ont un peu modernisé, si on peut dire. Mais la 997 était la première génération, vers 1998 ou 1999 à peu près, où ils sont sortis avec cette nouvelle combinaison refroidie par eau, refroidie par huile et refroidie par air, le tout réuni en un seul ensemble. Tu sais, la 911 génération 993 est un vrai bijou. Beaucoup de gens adorent ces voitures, leur valeur explose. Mais par coïncidence, les 997, la génération après cette voiture ici, la 996 prennent aussi de la valeur petit à petit. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi la 996 ne prend-elle pas de valeur ? Ou bien est-ce le cas ? Eh bien, on veut en parler un peu parce que quand on parcourt les petites annonces, vous savez, on cherchait une de ces voitures il y a quelques années et on ne voulait pas dépenser une fortune. Mais on savait qu'il y avait, vous savez, des différences entre les générations, il y a eu des améliorations au fil des années. Beaucoup de gens avaient plusieurs raisons de ne pas acheter une 996. C'est pourquoi les prix ont chuté, et ils sont restés bas, et ils sont presque restés bas jusqu'à très récemment. Voyez-vous, ce qui commence à se passer maintenant, c'est que les prix de toutes les autres 911 augmentent tellement, si rapidement. Donc maintenant, ce que vous avez, c'est une situation où il n'y a plus grand-chose d'autre sur le marché. À moins que vous ne soyez prêt à dépenser 60 000 $, 50 000 $, 60 000 $ ou 70 000 $, voire plus. Je vais juste augmenter un peu ici, il y a un peu de bruit dehors. Et donc la 996 a une certaine proposition de valeur qui semble tout simplement parfaite. Et même si beaucoup de gens critiquent la 996, en réalité, il y a certains modèles très spécifiques qui prennent vraiment de la valeur. Je vais expliquer cela dans un instant, car je regarde et conduis actuellement cette 996 atmosphérique. C'est un 3,4 litres arbre à cam en tête, 296 chevaux. Et elles utilisent un système de distribution à 5 chaînes. Et il y avait tout un tas de problèmes. Vous savez, plus tard, ils ont sorti un 3,6 litres. Donc après 2002, ils sont arrivés de l'autre côté avec un 3,6. Ils ont augmenté la puissance que sont pariés. Et tout cela dans ce qu'ils appellent le moteur M96. C'est un 6 cylindres à plat. Il y a eu quelques améliorations avec le temps, mais cette voiture n'a pas été appréciée à sa sortie. Elle n'a jamais reçu l'amour réservé aux anciennes 911 comme la 993. Ce changement radical du refroidissement par air au liquide expliquait en grande partie la situation. Et c'était le premier modèle à faire cela. C'était le premier modèle qui a fait le lien entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et voyez-vous, c'est en partie ça le problème. Voilà, c'est la voiture qui a ouvert la voie à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire le refroidissement liquide. Et bien sûr, le refroidissement liquide était nécessaire pour augmenter la puissance, car les voitures à air atteignaient leur limite thermique. La puissance transmise était limitée, les culasses ne pouvaient pas être correctement refroidies. Et finalement, la détonation et les limites thermiques étaient largement dépassées. Mais ensuite est arrivée la 996. Vous savez, beaucoup diraient que ce n'est pas vraiment une vraie 911. Le moteur M96, avec ses chaînes de distribution supplémentaires, apporte plus de problèmes et a nécessité une refonte totale. C'est un moteur modulaire sans véritable carter sec, seulement un carter sec intégré. Le carter sec intégré combine tout.
C'est ce que vous trouverez dans certaines voitures M haute performance, comme la M5 ou la M3 qui avaient un système intégré. Ce n'était pas un système de carter sec dédié. Et par conséquent, beaucoup de gens emmenaient ces voitures sur circuit, mettaient plus des pneus très adhérents, et tout à coup ils risquaient manquant de casser leur moteur, parce qu'ils subissaient trop de G dans les virages avec des pneus de course. Ils annulaient la garantie dès que vous installiez des pneus de course sur ces voitures, car ils savaient que les forces G seraient élevées et que les moteurs risquaient fortement d'exploser. Donc beaucoup d'experts sont venus après coup et ont dit « Eh bien vous savez quoi, mettons des chicanes là-dedans ». Les chicanes peuvent résister à ce mouvement d'huile et, espérons-le, garder l'huile là où elle est nécessaire. Évacuer l'huile plus vite et amener rapidement le nouvel apport. Vous voyez, donc bien sûr, il y a toujours ces petits groupes, ces petites opérations tierces qui qui arrivent à trouver des solutions. Mais ça, c'était l'un des problèmes. Puis un autre, bien plus grave, est survenu. Tout à coup, il y a eu certains moteurs qui tombaient en panne. Comment tombaient-ils en panne avec peu de kilomètres ? Tout à coup, et voilà, ils entendaient des bruits d'un cran de clic-tic, des clac, clac, boum, et le moteur calait. Eh bien, tout cela a mené à ce que nous connaissons aujourd'hui comme le problème du roulement d'arbre intermédiaire. C'est exact, il y a un roulement bien caché entre le moteur et la boîte de vitesse appelé intermédiaire shaft ou roulement intermédiaire shaft. Tout le monde le sait maintenant. Ce n'était pas vraiment un problème car la configuration et la disposition étaient bien différentes à l'époque de la 993. Ce qui est venu après cela, c'était la 996 Turbo qui utilisait encore un ancien moteur de style GT1. Beaucoup pensent que la 996 Turbo a le même moteur ou est identique à la 996 Carrera, mais c'est faux. La Turbo avait un moteur totalement différent, appelé moteur Metzger, qui était en quelque sorte un reste. Le carter fendu GT, c'est un authentique moteur de course de 911. Il avait la durabilité, la performance, la puissance. On pouvait le régler et il pouvait supporter beaucoup de pression. Donc pour les personnes qui s'intéressent à une 996, les turbos, même si leur valeur est un peu freinée à cause de l'association avec le nom 996, le fait demeure que la turbo est en réalité une voiture complètement différente. Maintenant, la turbo avait des problèmes avec. Vous savez, il y a des gens trop enthousiastes qui passent les vitesses, qui tirent de trop fort sur les rapports, et la prochaine chose que vous savez, c'est que vous êtes en train de broyer les vitesses. Les synchroniseurs, la boîte de vitesse et le système de refroidissement restaient des points faibles, avec encore des fuites. Et vous savez, il y a des ateliers de réparation qui font du bon travail maintenant. Par exemple, souder ces tuyaux de refroidissement, pour qu'ils ne fuient plus. Leurs tuyaux en aluminium fuyaient en s'élargissant. L'aile mobile et l'hydraulique posent aussi problème. Hormis quelques problèmes, c'était une voiture très robuste. La 996 Turbo est en fait très recherchée et les prix commencent à s'envoler pour ce modèle. Mais qu'en est-il de cette voiture ? Qu'en est-il d'une Carrera 996 avec le moteur M96 ? Eh bien, en fait, c'est toujours en quelque sorte. Vous savez, c'est la bon marché mal vue de la famille. Si vous voulez, dans le sens où, vous savez, il a toujours ce côté intégré, sec, doux. Vous avez des problèmes de intermédiaire shaft, vous avez des problèmes de jointe principale arrière. De nombreux problèmes venaient prendre mécaniquement d'autres zones. Le séparateur d'air et d'huile n'est pas une pièce rare. Si vous en avez déjà vu un, vous ne pouvez pas y accéder. Il faut presque tout démonter sur le dessus du moteur, retirer le moteur, la boîte de vitesse ou une combinaison de ces options. Et ce n'est vraiment pas un moteur facile à réparer quand vous avez des pannes majeures ou des problèmes importants. Mais vous voyez, c'est ça le problème. C'est là que se posent des soucis comme ceux que nous rencontrons avec le séparateur d'air et d'huile. Beaucoup de gens ont découvert des culasses fissurées à cause de cela. Ils surchauffent légèrement un moteur, parfois à cause d'une mauvaise pompe à eau, d'un autre problème ou d'une fuite de liquide de refroidissement. Et ils n'ont pas surveillé la jauge et, comme par hasard, tout à coup ils se retrouvent dans une situation où ils ont un peu trop chauffé le moteur, la température est montée un peu trop haut. Il arrivait aussi souvent que ces moteurs et culasses se fissurent avec de petites craquelures parfois invisibles. Mais cela provoquait parfois un mélange d'huile et de liquide de refroidissement. Tu sais ce qui arrive quand tu ajoutes beaucoup de liquide de refroidissement à l'huile ? Ça commence à ronger le bas moteur. Ça peut littéralement détruire ton moteur en un clin d'œil. En plus, ça abîme les joints, les conduites de refroidissement et tout, mais ce n'est jamais une bonne combinaison. Les culasses fissurées étaient un problème fréquent. Chaîne de distribution, tendeur de chaîne, guide de tendeur de chaîne, tout ça, c'était des problèmes courants. Séparateur, air, huile.
Le rayage des cylindres est apparu plus tard. Beaucoup de gens disaient, tu sais quoi, ils ont eu plus de problèmes sur les 36 plus récents, et même en passant à la première génération des 997, comme la génération, disons la 2005, tout le monde pensait « Eh, j'ai de la chance, j'ai une 997 ». Mais devine quoi, tu n'es pas encore tiré d'affaire non plus. Parce que la 997 était essentiellement une extension du même moteur M96 avec quelques dernières, tu sais, quelques mises à jour, quelques améliorations, quelques perfectionnements. Cependant, le roulement intermédiaire shaft restait problématique, tout comme le rayage des cylindres. Il fallait donc surveiller la consommation d'huile. Le rayage des cylindres pouvait entraîner une réduction du taux de compression et tout un tas d'autres problèmes. Donc, malheureusement, le moteur M96 et le moteur 996 posaient tout simplement un peu problème. Mon garçon. Et ça a été le cas depuis le premier jour. Mais c'est ça la beauté de l'apprentissage. Si l'on n'apprend rien en chemin, à quoi sert la vie ? Donc, une partie du problème aussi, en plus des réparations que tu as dû gérer. De nombreux préparateurs en ateliers spécialisés savent résoudre ces problèmes, comme le roulement d'arbres intermédiaire. Des améliorations existent, meilleur roulement et système de roulement huilé disponible en aftermarket. Ils proposent aussi des roulements améliorés, à double rangée ou compatibles avec les modèles récents, voire en céramique. Ils ont des améliorations. L'intermédiaire shaft, une fois réalisé, ne pose généralement plus problème. Si vous achetez une de ces voitures, assurez-vous que l'intermédiaire shaft a été pris en charge par le propriétaire précédent, qu'elle dispose d'une bonne amélioration après-vente et qu'elle a un nouvel embrayage. Remplacez aussi le joint principal arrière, car il peut également tomber en panne. Ce n'est pas forcément catastrophique en général, mais tant que vous y êtes, autant vous occuper du joint principal arrière, vous savez, et remplacer le roulement intermédiaire shaft. Voilà, le tour est joué. Profitez-en pour installer un nouveau séparateur air-huile. Remplacez certains tuyaux et vous serez tranquille pour 10 000 miles. Ces moteurs étaient en fait assez robustes dans l'ensemble, mais ils avaient leurs faiblesses et c'en est une grande partie. Alors vous demandez, d'accord, s'il existe toutes ces solutions proposées par des tiers ? Pour fabriquer ces pièces de meilleure qualité, certains disaient non. L'intermédiaire shaft n'est pas un problème si vous conduisez votre voiture. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leur 9596 qui font de l'autocross avec et qui les poussent à fond, et ils n'ont jamais eu de problème. Beaucoup affichent non plus de 240 000 km. Comment est-ce possible ? Eh bien, d'après ce qu'ils disent, beaucoup des moteurs qui tombaient en panne étaient ceux qui restaient trop longtemps à l'arrêt. Donc les roulements avaient tendance à fuir, les roulements d'origine étaient légers, ils n'étaient pas aussi bien conçus. En plus, ils avaient une face, c'était un roulement scellé. Ils laissèrent s'échapper leur lubrifiant. Et ensuite ils finissaient prêts par sécher. S'il restait là, le roulement ne serait pas immergé dans l'huile et ne serait donc pas lubrifié, ce qui poserait problème. D'accord, très bien. Maintenant, il y a ces intermédiaires shaft améliorés, ces ateliers indépendants savent comment réparer ces voitures. Alors quel est le problème ? Pourquoi les valeurs ne sont-elles pas alignées avec le reste de la gamme ? La 993 et la 997 sont très recherchées et leurs valeurs augmentent constamment. Eh bien voilà l'autre partie de la question, tu vois. Après la sortie de la 996, beaucoup de gens se sont dit « Tu sais quoi, ce n'est pas un super design, je n'aime pas trop le look ». Ils avaient ce qu'on appelle un côté plat. Tu sais, les côtés de la carrosserie étaient vraiment plus comme une surface plate. Elle n'avait pas les courbes de la 993, ni ses hanches sculptées, mais une carrosserie droite. Et honnêtement, tu peux confirmer, ça donnait un peu plus l'impression de conduire une Toyota Camry. En fait, lors du premier essai, un vendeur local m'a proposé « Voici une clé. Pourquoi ne pas aller l'essayer, cette voiture ?» Quand cette voiture est sortie pour la première fois, j'en ai essayé une. Et ma première... Je me suis dit, cette voiture paraît trop raffinée. En venant d'une 911 refroidie par air, celle-ci semblait très raffinée, presque trop douce. Et en fait, il manquait juste ce côté brut, agressif et abrasif que l'on retrouvait assez souvent avec certaines des anciennes 911. Donc, voilà ce ressenti. Elle n'avait pas le côté old school. Mais en plus de ça, une grande partie du problème ne venait pas seulement du côté massif, ni seulement de l'expérience de conduite améliorée et du fait qu'elle semblait trop raffinée. Et voilà, il y avait d'autres problèmes et encore d'autres problèmes. Liés au phare. Et je déteste être comme ça. Ça semble être un détail mineur, mais soyons honnêtes. L'amateur de 911 est l'un des passionnés d'automobiles les plus exigeants, pointilleux, fidèles et amoureux de voitures que l'on puisse imaginer ou rêver.
Et à cause de cela, ils aiment ce qu'ils aiment. Et puis bon, c'est la première fois que Porsche a sorti un nouveau phare, ce nouveau phare. Jusqu'alors, ils étaient reconnus pour leur phare rond en forme d'yeux de coccinelle, ce qui importait peu. Si vous regardez une Porsche de 1969, 79, 89, 90, enfin, pas 99, 96, 97, elles avaient en tout de ce phare rond, je veux dire, avec différentes configurations. Ils sont passés à un look plus lisse. Ils sont passés d'une petite ampoule à incandescence à quelque chose de plus large et lumineux. Mais ils avaient en tous ce look, ce design, ce style qui, vous savez, était assez cohérent. Et puis tout à coup, ils sont arrivés avec toute leur sagesse infinie. Porsche a choisi d'utiliser ces phares, surnommés œufs au plat ou œufs brûlés. Des phares qui ressemblaient vraiment beaucoup à ceux de la voiture de course GT. Maintenant, certaines personnes détestent ça, et c'était une grande partie du problème. L'inconvénient, j'adore les phares de la 991 ou ceux de la GT, un sur la 996, et si tu vas sur Google, regarde, les phares de la GT1 et la voiture de course portent exactement les mêmes phares. Tu pourrais demander, quel est le problème ? En réalité, aucun. Mais les passionnés restent attachés à leurs préférences. Et parce que c'était un tel écart entre les phares en œuf au plat, la carrosserie étroite, le refroidissement liquide, et puis bien sûr les nouveaux défis de fiabilité faisaient que ça ne plaisait tout simplement pas à beaucoup de passionnés. Et honnêtement, c'est triste parce qu'elle est toujours très appréciée, vous savez, par les amateurs d'autocross et ceux qui aiment vraiment les utiliser. Et depuis le siège conducteur, là où je suis assis en ce moment, c'est vraiment une voiture absolument magnifique et précieuse. Que va-t-il advenir de ces voitures et de la valeur d'une 996, selon vous ? Ces voitures, produites en grande quantité, ne seront jamais des voitures de collection. Les problèmes de fiabilité, même s'ils sont réparables, le style, le design, certaines personnes essaieront de mettre ces caches qui tentent de recouvrir ce phare et de lui donner un aspect plus arrondi. On ne peut vraiment pas tricher, je veux dire, même quand on essaie ça, on voit tout de suite que c'est faux. Mais au final, il y en a trop sur la route. Cela dit, ceux qui les apprécient vraiment les apprécient. Et le fait est que ce que nous commençons à voir, c'est que la valeur des Carrera 2 commence en fait à augmenter. Aujourd'hui, ce sont vraiment les 996 Turbo qui ouvrent la voie. J'en ai conduit une. Un bon ami à moi, Ed, le meilleur mécanicien ici en Alberta qui travaille sur les Porsche, il connaît ces voitures par cœur, de fond en comble. Et il en a eu une pendant de nombreuses années, et en gros, il avait une 996 Turbo qui, par coïncidence, était l'une d'elles. Tu te souviens de Kevin Lowe des Edmonton Oilers ? C'était sa voiture. Il l'a vendue à Ed, qui l'a modifiée pour atteindre 600 à 700 chevaux. Ce truc était absolument en mode destruction. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu une grave collision. Il était du mauvais côté. Malheureusement, la voiture d'Ed a été déclarée irréparable et nous avons dû lui dire adieu. Mais avant cela, j'ai conduit cette voiture et elle était absolument spectaculaire. La 996 Turbo est l'une des meilleures. Et ses valeurs continuent de grimper, et elles continuent. Nous continuerons, elles continueront de grimper. Je ne les vois aller que vers le haut à partir d'ici. Ensuite viennent les Carrera 4S, une version à transmission intégrale. Ils utilisent ce qu'ils appelèrent le moteur ou la carrosserie turbo, travaillent sur les freins, surtout la suspension, mais installent le moteur atmosphérique. En raison de leur apparence, de leur style et de leur rareté, ces voitures se gardent en eux une excellente valeur et commencent à prendre de la valeur. Et les gens qui savent ce que c'est, si tu sais, comme on dit. Ensuite, bien sûr, les prochaines qui vont continuer à monter sont, les coupés C2 manuels. Ce sont les prochaines voitures, les voitures de plus simples, les GT 3. N'importe laquelle de celles-ci, même si elles n'étaient pas forcément les meilleures de leur catégorie, elles vont toutes commencer à prendre de la valeur. Les coupés manuels garderont toujours une meilleure valeur que les cabriolets. Tu sais que les Targa ne sont jamais vraiment de bons véhicules pour conserver la valeur. Mais ce que tu commences à voir, c'est que la valeur des 996 commence à augmenter. Et c'est rassurant de savoir qu'il existe des solutions pour certains des problèmes mécaniques. Le style de carrosserie prend de l'ampleur. Et honnêtement, alors que nous voyons les prix de certaines de ces 911 de nouvelle génération grimper, à ton avis, quel impact cela aura sur les 996 et autres voitures anciennes ? Elles n'ont d'autre choix que de monter et ne seront pas les premières voitures à venir à l'esprit.
Mais si tu n'as que 40 000 à dépenser et que tu ne peux pas t'offrir une 997, quelles sont tes options? Tu regardes une 996 et tu te dis « Elle est assez bien, elle fera tout ce qu'il me faut ». Et elle donne vraiment l'impression d'être une 991. C'est exactement ce que font les gens et c'est ce que nous avons fait. Et nous nous sommes retrouvés en fait avec une 996, ces deux cabriolets parce que, eh bien, nous voulions un cabriolet. C'était une exigence très précise pour nous. Et il fallait absolument qu'elle soit en boîte manuelle parce que nous voulions toujours une expérience de conduite engageante. Donc, nous avons fini par acheter un cabriolet en boîte manuelle. Et bien sûr, propulsion arrière, c'est l'extension de conduite la plus pure que l'on puisse imaginer. Donc pour faire court, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les Porsche 996 d'occasion sont si bon marché. Mais je crois aussi sincèrement que ces jours sont comptés. Et avec le temps, alors qu'il y en aura de moins en moins sur la route et que les prix de tous les modèles 911, soi-disant supérieurs, augmenteront, ceux-ci augmenteront aussi. Souvenez-vous de mes paroles. J'espère que vous passerez une excellente semaine et à très bientôt. Merci infiniment. On se retrouve à ce moment-là. Au revoir.